Bonjour chers amis téléspectateurs, eh bien nous revoilà pour notre émission Raison pratique, un numéro parmi d'autres, vous savez, c'est une émission par mois. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter deux personnalités, je pense que vous connaissez, et puis qui sont donc Madame Sylvia Serbin et notre invitée Madame Joëlle Ursule, à l'occasion donc de leur venue à la Martinique dans le cadre des réparations, puisqu'elles sont invitées parmi les femmes DIOC que le MIR a voulu mettre à l'honneur cette année. Donc je suis heureuse de pouvoir discuter avec elles et de me faire un petit peu la médiatrice de questions qui émergent dans nos populations, ou alors si vous voulez, de considérations qui sont plus en bas-feuille, moins audibles, parce que effectivement les femmes dans nos pays n'ont pas beaucoup de place. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, très bon après-midi, et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, à téléphoner à Zouk ou à laisser des messages sur le site de la télé. Voilà. Alors, donc je reçois en premier lieu Madame Sylvia Serbin, qui est invitée par le MIR dans le cadre donc du 15e convoi Femmes DIOC. Alors, bonjour d'abord. Bonjour et merci donc de nous accueillir et de faire partager un peu ce pourquoi nous sommes là avec vos téléspectateurs. En fait, ce qui m'a intéressée d'abord et surtout, c'est que c'est la première fois qu'une association de combat essaie de rendre hommage aux femmes noires combattantes. Donc tout de suite, ça m'a parlé parce que c'est mon sujet de prédilection. Et donc, je pense que chacun, à sa manière, peut apporter sa contribution selon ce qu'on ressent en tant qu'ancien colonisé. Et donc moi c'est des contenus, depuis des années je fais des recherches sur la place des femmes noires dans l'histoire parce qu'elles ne sont jamais mises en avant, ni dans les livres, ni dans l'histoire dite universelle. C'est comme si tous les peuples avaient des personnages emblématiques et nous les noirs, donc on était complètement mis de côté. Ouais. Et j'ai voulu montrer à travers mes recherches et à travers mon livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc que des femmes avaient marqué l'histoire de leur pays, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, et c'était important de les faire connaître au grand public. Voilà. Donc, chers amis, on aura l'occasion de présenter l'ouvrage de Madame Sylvia Serbin et une partie de sa conférence, puisqu'elle est là dans le cadre du convoi pour les réparations, du 15e convoi, et elle est là aussi en tant qu'auteur du livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, qu'elle a publié en 2004, donc que nous allons, on va dire, explorer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc les raisons qui font que vous êtes là, c'est parce que justement vous travaillez sur les femmes noires, et que le MIR, connaissant ce travail, a décidé de vous avoir cette année. Et en tout cas de rendre un hommage, on va dire, collectif, à travers quelques-unes d'entre vous, un hommage collectif à justement cette présence qui est très active, qui fait vivre des millions de gens et des civilisations entières sans jamais n'avoir de reconnaissance pour des raisons qu'il nous faudra quand même un petit peu explorer. Il y a quand même une espèce de... on va pas dire de fatwa, mais une politique d'invisibilisation du peuple noir de manière générale, qui est de plus en plus décomplexé, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de crainte de cacher, de mépriser, de jeter à la poubelle le peuple noir, parce que cela est rendu possible, parce que les élites
Et les élus politiques de ce peuple-là ne sont pas au service de leur peuple. Et je pense qu'il faudra qu'on sache le dire et qu'on le dise parce qu'il y a des choses dans nos peuples qui ont besoin d'être dites pour être justement bien améliorées ou que des changements se produisent en tout cas. Alors Madame Ursule, vous êtes là aussi dans le même cadre, hein, pour la question des réparations, dans le cadre du 15e convoi et vous êtes aussi l'invité du MIR. Absolument, je suis la présidente d'honneur du 15e convoi et c'est un honneur, c'est un plaisir. Bien sûr. Et puis c'est la continuité du combat commencé depuis longtemps, mais on va dire mis en lumière en début d'année, après la bourde de M. Hollande. Je ne sais même pas si c'est une bourde, mais donc voilà, pour moi c'était important, c'est important. Les calculs politiques ne sont pas des bourdes. Non, je préfère aller pour faire plaisir, dire que c'est une bourde, une petite maladresse, parce qu'on me l'a tellement répété que c'était une maladresse. Ils en font tellement, donc j'ai une maladresse qui se répète, hein, et qui se répète, puisque dimanche, le 10 mai, pareil devant ma télé, je vois mon président nous comparer l'esclavage aux migrants. Alors j'ai dit à ceux qui tombent dans la Méditerranée actuellement. Oui, c'est ça. Oui, alors j'ai dit, il me cherche, notre président. Peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être qu'il ne comprend pas le français. Donc déjà de ma première lettre, j'ai fait une deuxième tribune juste avant son arrivée. Je crois qu'il me cherche. Donc je vais peut-être l'appeler François en le vous voyant, parce que c'est pas mon ami et il est loin d'être mon ami, mais je crois que je vais en faire une autre pour lui dire d'arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Bien sûr, mais de toute façon c'est une question politique et nous sommes les petites mains qui travaillons d'une façon ou d'une autre à la conscientisation de nos populations, mais nous ne sommes pas à des postes clés, décisifs. Les personnes qui y sont devraient porter ces messages-là et puis agir aussi sur l'opinion française et sur celle des politiques français, mais on n'a pas le sentiment que ce sont des problématiques qui intéressent nos peuples, nos élus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis ma lettre, j'ai eu des gens, donc des Français de France, de l'Hexagone, qui m'ont envoyé des messages me disant « Mais on vous aimait ». On vous aimait à l'Eurovision, vous avez chanté. Et alors? Donc ça veut dire que dès qu'on dit des choses, et comme ça, donc en fait on passe de l'autre côté de la barrière. Être contre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est une chose, c'est une construction à laquelle il faudra qu'on réfléchisse aussi parce que, si vous voulez, le dominant, il a pris tout l'espace et au dominé, il a donné quelques petits millimètres carrés. Et il lui demande de se mouvoir à l'intérieur de ces petits millimètres carrés. Et surtout de ne pas prononcer certains mots. Une parole. Et le dominant, il a une facette. Et le dominant, il a toutes les facettes et tous les doigts. Donc, vous avez beaucoup de gens dans nos populations qui se sont habitués à se mouvoir dans ces petits millimètres carrés, parfois encore plus petits que millimètres, et qui essayent de se faire mousser et de se constituer un petit bonheur dans ce qu'on a bien voulu leur concéder. Puisque le monde, l'espace, la terre, et le pouvoir, les biens appartiennent aux dominants. Tant que vous avez des peuples qui se conçoivent si lilliputiens que les millimètres carrés qu'on leur concède leur suffisent, eh bien le dominant a des paroles, les paroles qu'on lui entend, qu'on lui connaît actuellement et qu'on entend dire actuellement. Donc c'est un travail, il n'y a pas de dominant s'il n'y a pas de dominé, il n'y a pas de dominé s'il n'y a pas de dominant. C'est une dynamique, une alchimie aussi qui opère et qui fait qu'il faut que les gens comprennent qu'ils sont effectivement dans des relations qui peuvent changer à condition qu'ils aient l'ambition que cela change. Absolument. Et qu'ils remettent en cause aussi la place très 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 minoritaire qu'on leur laisse ou qu'on veut bien leur donner. Voilà. Alors, j'en viens à Madame Serbin. Pour Reine et héroïne d'Afrique, donc je vous l'ai dit, on peut peut-être montrer la diapo où elle est, où le livre est.
Ça, c'est la diapo numéro 3, où on voit le livre de Madame Serbin. La diapo numéro 3. C'est juste, voilà, le livre donc, que vous voyez là, qui apparaît, c'est l'ouvrage que Madame Serbin a écrit, qui s'appelle Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, paru chez Sepia en 2005, vous voyez, et dont elle va nous parler un petit peu aujourd'hui, mais aussi dont elle aura parlé dans sa conférence dans le cadre du colloque qui a lieu sur les réparations pour l'année 2015. Alors, donc, ce qu'on veut savoir d'abord, c'est les raisons qui vous ont poussé à écrire sur les femmes noires. Vous avez commencé à le dire tout à l'heure, parce que vous disiez qu'elles sont absentes de l'espace médiatique, même de l'histoire universelle. On n'entend pas parler d'elles. Elles sont, et pourtant c'est jusqu'à nouvel ordre, l'Afrique est le berceau de l'humanité, et on a connaissance de manière très informelle d'une histoire de femmes qui est extraordinaire. Et pourquoi les femmes noires n'occupent aucune place dans l'espace médiatique des civilisations modernes? Parce que ça n'est pas récent, et ça n'est pas qu'en France, c'est aussi dans toutes les autres civilisations et d'une manière générale, dans la littérature universelle, on ne trouve pas les femmes noires à leur place. Écoutez, c'est une longue question, je vais essayer d'être concise. Et déjà, ne pas montrer des femmes noires en tant qu'actrices historiques, c'est aussi ne pas montrer des exemples, ne pas valoriser des femmes noires, même aujourd'hui, qui ont des parcours d'excellence ou d'exception, et ne pas les montrer comme modèles à suivre. Donc tout ça est lié. Alors, oui, mais il y a une raison à ça. Oui, pourquoi on peut décider qu'on ne veut pas montrer des femmes noires qui ont du succès? Voilà. Donc il y a quelque chose, il y a un projet derrière. Bien sûr. Alors, vous m'avez demandé pourquoi j'ai voulu faire ce travail. En fait, mes parents étaient martiniquais. Mais ils ont très longtemps vécu au Sénégal, où je suis née, où j'ai grandi. Et dans mon enfance sénégalaise, les grands-parents de nos petits amis nous parlaient souvent des grands empires de l'Afrique précoloniale, des grands personnages héroïques. Et parmi ces gens de pouvoir, il y avait des femmes. Et plus tard à Paris, quand j'ai fait mes études d'histoire, je posais la question à mes professeurs parce qu'elles étaient totalement absentes. Et on m'a répondu qu'en fait, il n'y a pas eu de femmes africaines qui ont joué un rôle particulier, et que c'était des mythes inventés par des populations primitives, par des peuples primitifs. Alors bon, et un jour, j'étais en train de fouiller dans des archives militaires françaises coloniales du 19e siècle pour un autre travail, et je suis tombée sur le nom d'une reine qui était considérée comme une résistante à abattre. Et c'était le nom dont j'en parle, la reine d'Eteyala, dont j'avais entendu parler dans mon enfance à Dakar. Alors ça a été un petit peu comme un déclencheur, et je me suis dit, il faudrait que je commence à chercher dans toutes les archives possibles ce que je peux trouver pour mettre en avant des femmes qui ont été cachées et qui ont joué vraiment un rôle marquant. Alors j'ai eu la chance aussi dans ma vie professionnelle de beaucoup voyager à travers le continent, et partout où j'allais, j'essayais d'interroger les traditionnistes, qui sont un peu les gardiens de la mémoire orale, et j'ai fait j'ai travaillé, mis en parallèle toutes les sources écrites que j'ai pu trouver en Europe, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, dans les archives du Vatican, avec ces traditions orales pour remettre en perspective ces personnages. Et c'est pour ça que j'ai pu faire ce travail en présentant 22 femmes qui ont marqué l'histoire d'une quinzaine de pays, et j'y ai ajouté des résistantes en Guadeloupe, donc la mulâtresse Solitude, et aux États-Unis aussi, Harriet Tubman. Voilà. Mais vous donc dites... ça, oui. Oui, pardon. Continue. Alors donc ça c'est le premier plan. Donc j'ai commencé à faire tout ce travail un petit peu par curiosité pour moi-même. Et ensuite, bon, j'ai eu
ma fille, et quand elle avait 8 ans, on était allé voir le film Pocahontas, la bande dessinée pour enfants, le film d'animation. C'était l'histoire d'une jeune princesse indienne. Et en rentrant, elle était un petit peu perplexe et elle me dit, je comprends pas, tous les grands pays ont des femmes célèbres. Alors, il y a la reine Victoria, Jeanne d'Arc, même les Indiens ont Pocahontas. Et elle me dit, et nous, est-ce qu'on n'existait pas avant ? Elle pensait que nous, les Noirs, on a dû arriver avant tous les autres peuples de l'humanité et qu'on n'avait pas du tout d'histoire. Et ça m'a vraiment interpellée. Ce qui est paradoxal, voilà. d'avoir été le premier. Sachant que l'Afrique est le continent le plus anciennement peuplé de notre planète. Et je me suis dit, bon, tout ce travail que je fais un petit peu égoïstement pour moi-même, donc il faut le publier et m'adresser, c'était vraiment ma priorité, au grand public et aux jeunes générations, pour leur donner un peu de sources et de racines auxquelles ils peuvent s'identifier. Que notre histoire n'est pas seulement nos ancêtres les Gaulois ou Jeanne d'Arc, mais il y a eu des... Parce qu'en fait, c'est quoi ? Les valeurs de courage, de dignité sont universelles. On nous a fait croire pendant longtemps, on a forgé nos esprits à penser que toutes ces valeurs n'étaient que le fait des Occidentaux, de la puissance, la civilisation supérieure. Il y a un groupe humain qui s'est accaparé l'existence, la planète, la pensée, le savoir, et qui a décidé que en tout cas, dans son rapport de proximité avec les peuples noirs, qui a décidé que eux, c'était des... Enfin, on ne sait pas d'ailleurs comment ils sont arrivés là, pourquoi ils sont arrivés là, et à quoi ils servent. Parce qu'il faut tout leur apporter leur mettre pratiquement les choses dans la bouche, parce qu'ils ne savent pas se nourrir, ils ne savent pas penser, ils ne savent pas... Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Parce que moi, ce qui me fascine, c'est cette manière que nous avons de dire, oui, ben, on nous a empêchés d'avoir accès à notre histoire, de connaître nos grands personnages, etc., etc. Et c'était en fouillant, à la limite, de manière tout à fait accidentelle, mais complètement hasardeuse, que nous butons sur des faits d'histoire qui nous disent mais nous avons existé, mais nous existons. Ou bien quand les Européens veulent bien nous dire qu'ils ont trouvé Lucie ou je ne sais qui, ce sont encore eux qui ont trouvé, et qui vont nous dire ben voilà le rythme auquel je veux que vous accédiez à votre histoire, ou bien voilà ce que je veux que vous en reteniez, et tout ce qui peut être trop valeureux, on va le voir avec votre livre, qui peut mettre trop en avant ou donner trop de signification, on va dire, un sentiment de valeur, d'importance au peuple noir, eh bien, c'est supprimé. C'est-à-dire que la destinée du peuple noir est entre les mains du peuple blanc. Alors, il y a une chose qui est importante, même sans faire de polémique. Je veux bien qu'on dise que on n'existe pas sur la scène internationale, etc. Mais j'aimerais qu'on se pose d'abord la question centrale, c'est qu'est-ce qui peut expliquer cette application qui date déjà parfois de millénaires, 1000 ans, plus de 1000 ans, qu'un groupe humain a d'empêcher un autre d'émerger, d'apparaître, d'exister. Je pense que c'est ça le vrai fond du problème, en dehors des manières qui s'y prennent pour le faire. C'est vrai, c'est intéressant. Mais il y a la question elle est presque, je ne sais pas moi, éthérée, ou je ne sais plus comment l'appeler, tellement elle est difficilement palpable. Pourquoi ? Cette question-là, on doit se la poser. Mais bon, il y a deux choses que je veux dire. Je vais d'abord répondre à votre question, mais en fait, Fanon l'a bien expliqué, hein, et ça se trouve partout dans l'humanité. Les peuples dominants ont toujours essayé de déstabiliser mentalement ceux qu'ils dominaient, en les faisant passer pour inférieurs, donc en gommant tout ce qui pouvait les rattacher à des faits importants, en leur montrant qu'ils ne pouvaient pas être des bâtisseurs ou des hommes de courage et de valeur. Donc ça, c'est vraiment une doctrine qui a été appliquée dans toutes les grandes conquêtes. Donc, mais je pense que c'est à nous, aujourd'hui, nous avons les moyens
d'accéder à énormément de choses, et c'est à nous d'avoir à la fois la volonté et la curiosité de ne pas nous contenter de ce qu'on nous assène, mais d'aller au-delà des choses et d'essayer de trouver ce qui nous intéresse. J'ai la chance d'être invitée souvent dans différents pays, à l'étranger, au Brésil, en Afrique, même en Europe, et chaque fois que je rencontre des jeunes, des étudiants, des chercheurs, je leur dis, c'est à vous aussi, interrogez vos grands-parents quand ils sont encore là, interrogez tous ceux qui vous ont précédés pour avoir des informations sur ce qu'était leur passé et pour savoir s'il y a eu des personnages aussi importants, des résistants ou des bâtisseurs, ou comment ils vivaient. Et c'est vous qui allez demain pouvoir apporter des informations. Vous avez la formation qu'il faut, vous avez fait des études, vous avez accès à Internet, vous pouvez essayer de trouver des sources, des archives anciennes. Il y a beaucoup de grands centres de documentation internationaux qui donnent accès à ces archives, mais si vous n'essayez pas de chercher par vous-même, personne ne viendra vous les apporter parce que ce n'est pas dans leur intérêt de montrer qu'il n'y a pas eu que les Occidentaux qui étaient supérieurs, mais que c'est vrai, je disais tout à l'heure, le courage, la dignité, ils sont aussi bien chez les Indiens d'Amérique que chez les petites tribus africaines du passé ou chez les esclaves transplantés ici. Mais ce que vous dites, voilà. Oui, moi je suis bien d'accord pour citer Fanon, etc., et pour voir les stratégies de domination des dominants envers les dominés. La question c'est, il me semble qu'il y a des comportements, des pratiques et des stratégies qui sont absolument propres à la relation blanc-noir. On n'a jamais dit, même si les Amérindiens étaient absolument dominés, on n'a jamais dit qu'ils étaient sans culture. On n'a jamais essayé absolument de cacher leur existence. Il y a d'autres groupes humains dont on sait qu'ils sont dominés et qu'ils ont subi des envahisseurs. On n'a jamais cherché à les faire disparaître de la scène internationale, à les priver de toute valeur morale, de toute éthique, de toute religion, de toute reconnaissance, même d'une existence dans le domaine culinaire. Personne ne sait qu'une cuisine africaine existe. Et quand vous allez, il y a bien des gens qui dans la proximité connaissent des choses, mais cette existence, on va dire, transnationale, internationale, universelle, elle est empêchée à un groupe humain, pas aux autres. C'est pour cela que la question du pourquoi reste importante. Parce qu'il me semble qu'il se joue là quelque chose dont nous n'avons pas tout à fait pris conscience. Et dans ce que vous dites, je me permets encore de développer ma pensée, dans ce que vous demandez aux jeunes, parce que vous voyagez beaucoup, de se prendre en main et d'aller chercher leur histoire par eux-mêmes. Voilà une chose qu'on ne demande pas aux enfants du reste du monde et qu'on demande à nos enfants. C'est bien cela qui traduit la singularité de la situation du peuple noir. Parce qu'il est, excusez-moi, il est effectivement scolarisé, socialisé dans des pays qui n'ont pas intérêt à lui apprendre des choses sur lui-même. Et en même temps, nous, ce que nous disons, eh bien, oui, c'est vrai que c'est comme ça, mais il faut qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on aille chercher par nous-mêmes. Le problème, c'est que ça a introduit dans le groupe, dans la famille noire, si on peut parler ainsi, un désordre, un chaos dont on ne mesure pas les effets sur l'organisation de ce groupe. Et c'est pour cela que malgré de grandes initiatives, de grandes figures et des recherches extraordinaires, le peuple noir est dispersé dans le monde, chacun est son petit chef, le savoir, chacun le fait, mais il n'y a personne qui contrôle sa scientificité, etc. Donc cette manière que nous avons de continuer à vouloir fonctionner en disant à nos enfants, cherche par toi-même, il y a ci, il y a ça, c'est justement cela qui continue à entretenir des comportements et si vous voulez, une sorte de défaite du groupe individuellement. Beaucoup de gens en Perse réussissent, mais le groupe, le peuple noir en tant que tel, n'arrive pas à émerger parce qu'il est victime de lui-même, de ces pratiques dans lesquelles on le maintient, et puis du groupe dominant qui ne veut pas
qu'on puisse même penser qu'il a développé des valeurs, une philosophie de vie, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. À mon avis, il faut qu'on puisse dépasser nos manières de raisonner sur notre peuple. C'est ce qu'on essaie de faire ça depuis longtemps. Même moi, pour aller chercher dans les archives, pour chercher des choses quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était difficile. Il a fallu que j'aille en France, il a fallu que voilà, etc., etc. Oui. Ce que je vois, c'est que sans parler de mettre des faits ou des arguments écrits quelque part, il y a la lettre de Lynch, il y a les lettres des gouverneurs pendant l'esclavage, qui font que on nous a tellement éloignés, divisés, et aujourd'hui, comment être ensemble? Alors c'est vrai qu'on demande aux jeunes d'aller chercher, mais pour moi, je suis beaucoup plus radicale que ça. Je dis, si un jour on s'arrête de travailler, si un jour on arrête tout. Et s'il n'y a pas Internet? Si un jour on arrête tout, on arrête tout, tous les Noirs descendants, on arrête tout, on arrête tout au moins 2 jours. La France ne tourne plus. La France ne tourne plus. Il faut arrêter d'avoir peur. Je suis désolée. On a beau essayer de comprendre, d'être gentil, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas. Mais c'est parce que probablement on a été trop gentil. Non, mais bon, au-delà de ça, la question... Moi, je peux quand même vous répondre rapidement, parce que je pense que nous sommes tous d'accord sur un constat que nous vivons un environnement d'oppression, à la fois psychologique, mentale, on nous empêche d'avoir confiance en nous, et il faut trouver des stratégies de contournement, parce qu'ils ne font rien pour nous. Absolument. Et je vois que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. La communauté afro-américaine, à un moment, a décidé de prendre en main la réécriture et la diffusion de son histoire, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a imposé de promouvoir aussi des personnages de résistants et résistantes à l'esclavage, et qui ont été intégrés dans les programmes scolaires par l'État fédéral, et qui sont devenus tout à fait normaux et visibles pour l'ensemble de la communauté américaine. Et qui sont parce qu'elle est reconnue. Donc, voilà. Elle est reconnue comme une communauté. Mais en France, vous êtes empêchés d'exister en tant que communauté. Oui, mais regardez même votre histoire. À cause de nous-mêmes aussi. Que faire. Voilà. On ne peut pas obliger chaque personne de chaque communauté de penser la même chose au même moment. Il y en a qui se sentent profondément investis et concernés par cette question, et d'autres qui se sentent moins. Et en plus, avec tous nos métissages et tout, je suis sûre que les plus jeunes générations, qui ont juste un grand-père antillais, je ne suis pas certaine qu'ils se sentent aussi concernés que d'autres. Mais aux États-Unis, oui. Non, c'est une construction. C'est parce que c'est différent. Aux États-Unis, ils sont même plus métissés. Une goutte de sang noir, ça suffit à faire. Oui, mais ils sont même plus métissés que nous, et pourtant, ils ont une conception de leur existence. Mais pour la société, le barrage a été beaucoup plus fort, tandis que dans la société française, la République, autoproclamée égalité, fraternité, et tout ça, on a été nourri de ça, et il y a des gens qui se disent, si je fais tout bien comme on me demande, je serai bien considéré. Exactement, c'est ça. Donc, non, mais c'est bien l'effet pervers de cette forme de socialisation. En même temps, vous êtes empêché d'exister en tant que personne spécifique qui porte une histoire spécifique. Ça veut dire que vous restez toujours dans la marge quand vous explorez une histoire qui vous révèle comme dans une existence singulière, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'aime bien qu'on nous compare aux États-Unis, mais je pense que le fait qu'ils aient pu exister en tant que communauté leur va faciliter ce type de démarche, c'est-à-dire d'introduire dans les programmes scolaires et de faire reconnaître par les États. Quand un État fédéral a 20-40% de la population qui est d'origine afro-américaine, elle doit absolument, c'est politique, elle doit absolument tenir compte de ce côté. Nous sommes des poussières d'îles, etc. Et nous avons les 3/4 de nos intellectuels et de nos élus qui ont appris à être des enfants sages, c'est vrai, et qui disent, eh bien, je fais tout comme la République me le demande et je serai récompensé. Et quand j'ai besoin d'accéder au pouvoir, je demande à la République de m'y aider, puisque moi, j'aide la République à continuer à garder la mainmise sur les poussières d'îles, entre guillemets, que nous sommes. Donc c'est une histoire, à la limite, à quoi ça sert donc que nous cherchions?
À quoi ça sert? Non, mais il ne faut pas poser la question nous sommes comme nos ça. propres Ceux ennemis. qui n'ont pas envie de chercher ne cherchent pas. Ceux qui ont envie de chercher, laissez-les Et la on fait liberté quoi de avec ce chercher. qu'on a trouvé? On fait quoi Mais avec ce il y a qu'on des a gens que ça trouvé? intéresse. Il y a des gens que ça intéresse. voilà. C'est toujours Donc- ça. donc c'est le C'est groupe. toujours une pierre qui est jetée, C'est ça. qui a apporté un édifice. Mais nous sommes Donc privés voilà. donc, du groupe. Nous sommes privés du bénéfice. On n'est pas obligé Du groupe. de tenir compte, parce que si vous voulez tenir compte de tout un groupe, vous n'avancerez jamais, parce mais que on vous le êtes fait, de obligé toute façon. de vous mettre au rythme de chaque individualité. Et Mais ça, je on sais, ne peut pas construire le monde. Non, mais on le essayez fait. d'expliquer à nos gens que c'est important d'acheter un journal guadeloupéen ou martiniquais, important d'aller dans une épicerie guadeloupéenne ou martiniquaise, important de le faire. Mais ils ne le comprennent pas. S'il n'y avait pas eu, justement, aux États-Unis, si les Noirs n'étaient pas... Ils achètent tous les journaux noirs, ils se sont impliqués. Il y a des réseaux, Et ils sont solidaires. Voilà. Et notre problème à nous, c'est que nous, on défait. On ne veut pas acheter le journal de notre voisin. La République nous le demande aussi. Voilà. Donc, alors on est en train de pleurer. L'économie, ça ne marche pas, ça ne marche pas. En Guadeloupe, il y a beaucoup de Libanais et de Syriens qui sont là depuis longtemps, qui sont guadeloupéens, mais qui font venir d'autres Libanais et Syriens qui ne parlent pas un mot de français et qui sont dans leur boutique à Pointe-à-Pitre. L'économie du pays, c'est qui? Ce sont les Haïtiens qui tuent l'économie ou bien les Libanais et les Syriens? Mais c'est ce que les autres voilà. À un moment, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se dire, tant qu'on ne sera pas ensemble et solidaires de nous-mêmes, on ne pourra pas avancer. Non, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Ça, c'est le discours que nous avons, mais il n'est pas, sociologiquement, il ne tient pas la route, parce que nous sommes construits par une puissance qui est une puissance coloniale et qui n'a pas intérêt à ce que nous revendiquions deux spécificités. Donc le miracle, c'est que nous soyons des marronnes dans un tel système qui faisons, d'une façon ou d'une autre, exister quand même cette idée que nous appartenons à une autre engeance que celle de la puissance coloniale. Bien sûr. Et l'idée qui me préoccupe moi, enfin l'intérêt pour moi de poser ce genre de questions, c'est finalement à quoi nous sert de savoir sur nous-mêmes si ça n'est pas pour construire un monde dans lequel nous allons pouvoir imposer nos valeurs à nous. C'est toute la question que je pose, mais je n'attends pas de réponse aujourd'hui. C'est une question qui est posée. Parce que si vous êtes dans un cadre sociologique, politique, économique, etc., qui ne veut pas que vous existiez en tant que spécifique, eh bien, vous allez à l'économique, comme nos jeunes. Vous dites, ben, foutez tout ça par-dessus l'épaule et allons être là où on va nous dire, tu as été sage, tiens ta récompense. Maintenant, à quoi, je répète, à quoi nous sert-il de nous connaître? Voilà. Parce que l'homme n'a jamais rien fait qui soit désintéressé. De toute façon, c'est le peuple qui changera tout dans 10 ans, dans 20 ans. Je ne sais pas dans combien de temps, mais de toute façon, il faudra que ça parte du peuple. Ça ne pourra pas partir par les politiques, par nos gouvernants, par nos élites, non, parce qu'ils sont déjà trop nègres de maison. Donc, à quoi... Vous va être content. Bon, mais c'est pas grave. Ce que je dis, Madame Serbin, je veux maintenant qu'on parle un peu de votre livre. Donc, vous avez produit un petit diaporama qui sont. Donc, je vous rappelle que le livre est donc Reine d'Afrique, divisé en 8 chapitres. Donc vous avez classé les femmes un peu par catégorie dans le type d'action qu'elles ont mené. Donc il y avait des reines, il y avait des femmes de pouvoir et d'influence, il y a même des impératrices. Vous avez classé donc au chapitre 3 les résistantes, chapitre 4 des prophétesses, celles qui étaient donc dans la spiritualité davantage, les guerrières comme les Amazones, les romances princières, donc les histoires aussi parfois entre peuples de... C'est pour montrer un peu les contacts dans romance princière. Voilà, c'est ça, d'une jeune princesse originaire de Gao au Mali, qui a épousé un des premiers Français qui est arrivé à l'époque au XIVe siècle, donc dans cette région en Afrique. Il l'a épousée, ils sont repartis vivre en France, et c'était une fille qui était
très éduquée, qui avait vraiment un très haut niveau intellectuel, qui a aidé son mari à rédiger un dictionnaire. Mais c'est pour montrer comment elle a été accueillie par la société, parce que lui, c'était un noble de Toulouse, de la région de Toulouse. Comment elle a été accueillie par la société de l'époque, parce qu'elle était noire, alors qu'elle avait toutes les valeurs qu'il fallait pour être bien. Alors je parle un peu de son histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait son médecin personnel qui avait été formé à l'université de Tombouctou, et qui a soigné le dauphin Charles VII de France qui a failli mourir, et aucun des médecins toulousains n'avait pu le guérir, et c'est ce médecin noir, on disait le mahométan à l'époque, ce médecin noir qui l'a soigné. Et j'ai trouvé donc ces informations dans les archives du Parlement de Toulouse du XIVe siècle. Non, mais voilà. Nous sommes d'accord. Donc on va revenir. Alors, reprendre ce que je voudrais dire. Vous avez aussi, donc je finis avec les victimes. Vous avez parlé aussi de celles qui sont victimes comme la Vénus, et puis des mères et des héros, des femmes des mères de héros. Voilà, donc vous avez 8 chapitres qui parlent donc de types de femmes, bien sûr, qui sont toutes dans leur domaine ou dans les formes de pouvoir qu'elles ont exercées, qui ont joué un rôle dans leur société, les sociétés africaines, et même là on voit extra-africaines, puisque vous parlez de cette femme. Je reviens à ma question. Nous sommes convaincus par nos recherches que les Noirs ont toujours occupé des postes et n'ont jamais été on va dire, les insuffisants cérébraux dont on nous parle. On le sait. Et vous trouvez ces documents dans les archives du français. Et vous en trouvez ailleurs. Et on va voir le sort que les Allemands ont fait subir à votre livre aussi. Il y a, en dehors des stratégies des dominants, il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre dans l'histoire qui rapproche le peuple blanc du peuple noir. Il n'est pas possible qu'ils sachent autant et qu'ils passent autant de temps à cacher cette histoire. Il y a forcément une raison à cela, et je trouve que cette question-là, nous ne nous la posons pas. Il faut qu'on comprenne pourquoi autant de Noirs ont joué des rôles si importants dans les civilisations blanches, sans que, sans que nous n'ayons jamais eu l'idée de ces existences, et donc par vos travaux vous nous permettez de les découvrir, mais il me semble qu'il faut qu'on aille après quand même un petit peu plus. Je voulais juste une petite précision. Donc là c'est mon ouvrage, mais pour entrer dans la thématique de la rencontre de samedi à l'Atrium de l'événement de Mire Martinique, je vais parler des résistances féminines noires. Donc ce sont toutes les femmes qui se sont élevées contre des formes de domination imposées par les Occidentaux, que ce soit les conquêtes territoriales, l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, le racisme. Donc ça touche une période beaucoup plus large qui va donc de la période précoloniale jusqu'aux périodes plus récentes avec les luttes pour les droits civiques. Donc là, je montre vraiment des femmes combattantes qui ont soit les armes à la main, soit à travers des mouvements revendicatifs. Tandis que dans Reines d'Afrique, c'est pour montrer déjà ce qu'elles étaient, et donc c'est un choix différent. Oui, mais là on va justement aborder ces femmes résistantes dont vous avez parlé. Et est-ce qu'on pourrait voir la diapo numéro 5 où vous faites état d'absence de femmes noires dans la transmission de l'histoire. Voilà. Donc, dans la transmission, si vous voulez commenter un petit peu, vous dites qu'il n'y a pas... Les femmes noires ne sont pas révélées. Les références au leadership féminin sont érigées à partir de ça. Oui, parce que quand sur Internet, vous cherchez... je vois un jeune à qui on demande de faire un exposé, je l'ai déjà entendu, et il a envie de dire, tiens, si je montrais quelqu'un d'un peu coloré, il recherche des exemples de leadership féminin. Elles sont tous les modèles proposés, ce sont des occidentales. Voilà. Que ce soit les suffragettes de la fin du 19e, début 20e siècle aux États-Unis, en Europe, que ce soit les reines Victoria, Catherine de Russie ou Jeanne d'Arc, ou que ce soit des femmes politiques ou des résistantes. L'espace est occupé. Donc voilà, l'espace est occupé par le monde n'existe qu'à travers l'homme blanc d'une manière générale. Donc c'est pour ça. Et dans la transmission et dans les livres d'histoire, même
bon, j'espère qu'en Guadeloupe, dans les livres d'histoire pour enfants, on parle de la mulâtresse solitude. Bon, on doit parler de Delgrès, j'espère. Mais on va dire maintenant, oui, un peu plus, mais ce n'est pas rentré. Voilà, il y a une statue, donc voilà. Mais il y a beaucoup de pays où il y a eu des femmes importantes de pouvoir, où c'est pas du tout intégré dans les programmes scolaires. Souvent, les programmes sont d'ailleurs influencés par les anciennes puissances coloniales. Mais on peut reprocher d'ailleurs aux pays africains de ne pas faire davantage pour mettre... parce que les Européens peuvent décider qu'il faut l'éliminer de l'espace public, mais enfin, il y a aussi un peuple noir qui existe et on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas plus fiers que cela de leurs femmes ou de leur génie. Mais il y a quelques pays... Par contre, j'ai remarqué que c'est surtout dans l'Afrique francophone. C'est pour ça que c'est particulier, il y a une histoire, où elles sont cachées et peu valorisées, alors que des pays comme l'Angola, qui fait énormément d'efforts parce qu'il est très fier de la reine Zinga, qui a vécu au XVIIe siècle et qui a résisté pendant 40 ans aux Portugais qui voulaient envahir son royaume. Et l'Angola a fait énormément pour promouvoir ce personnage. Et aujourd'hui, ils sont en train d'acheter partout dans le monde, parce qu'elle écrivait beaucoup, elle écrivait en portugais. Elle a écrit aux grands dirigeants des cours européennes pour leur demander de respecter son royaume. Ils sont en train de racheter ces lettres-là pour les faire réétudier par des chercheurs angolais et dire voilà ce que les Européens ont écrit sur elle à partir des mêmes documents. Et voilà ce qu'on peut en tirer en réalité. Donc je trouve ça extraordinaire. Non, mais on sait dans des pays anglophones aussi, ils mettent en avant des personnages. Mais on sait bien que c'est avec la France que c'est avec la France. Bien sûr, c'est problématique. C'est avec la France que ça existe. Cette espèce de pouvoir, parce que j'en ai côtoyé quand même pas mal dans les pays africains. Je crois que ce qui m'énervait le plus, c'est de les voir arriver à Paris avec leur Ferrari, leur truc, et leur peuple est en train de mourir. Et jusqu'à maintenant. Vous parlez de la bourgeoisie de certains présidents et de leurs enfants et de leurs neveux et de tout ça. Et qu'on voyait à Paris dépenser de l'argent alors qu'on savait très bien que leur peuple était en pleine misère. Donc j'ai refusé une invitation de Bongo à l'époque. C'était très bien payé. Hein, c'était très bien payé. Mais j'ai trouvé que c'était trop bien payé. Donc je n'ai pas voulu y aller, mais d'autres y sont allés. Et donc voilà, donc cette espèce tous ces présidents francophones, l'image qu'ils donnent à la France, c'est des sous-fifres de la France à qui on donne tout. Ils peuvent aller dans les magasins de haute couture avec voiture, chauffeur, prendre 18 robes. Des hôtels particuliers. Non, mais voilà, moi je pense que c'est justement, c'est un phénomène qui est franco-français il y a une difficulté à s'imaginer que le noir puisse exister dans de la dignité. Toutes les stratégies le ramènent, enfin dans les rapports que les Français ont avec leurs colonisés, tout les ramène à une sorte de devoir de mépris, de devoir d'humiliation, comme si il est impossible, comme on a le pied sur votre tête, que vous essayez de sortir votre tête de sous le pied du dominant. J'en ai fait les frais d'ailleurs, avec votre livre, avec Sépia. Mais ça, c'est intéressant à comprendre parce que il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, mais en général, ceci. Il y a un discours sur la généralité, mais il y a quelque chose de très spécifique dans la relation noir-blanc, dans l'espace francophone ou francophonique, comme on veut. Et il me semble que si nous ne regardons pas ce problème-là de manière tout à fait objective et scientifique, pour en faire justement une étude anthropologique ou ethnologique, ethnographique s'il le faut, eh bien nous allons continuer à avoir des présidents qui viennent nous dire, les yeux dans les yeux, que nous sommes des rien du tout et qu'on peut nous mentir, qu'on peut raconter aux journalistes, répondre aux journalistes ce qu'on veut et qu'on est sûr de pouvoir le faire en toute impunité parce que personne n'ose aller à contre-courant de cette parole qui nous détruit, parce que les gens sont détruits. Dans la population, quand vous interrogez les gens, ce sentiment d'humiliation brûlant
que les gens, qui habitent les gens en permanence, il est là. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait voir maintenant la diapo numéro 8? Vous parlez donc, on va voir quelques reines. Vous parlez de la reine Zinga d'Angola du XVIIe siècle. Vous en avez déjà dit quelque peu, mais est-ce que, voilà, c'est elle, elle était donc, en gros, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il faut qu'on aille un peu plus vite pour qu'on voit toutes les reines que vous avez, en tout cas dans votre exposé. Donc il y a Zinga qui vient d'Angola. Qu'est-ce qu'il a? Elle a combattu le colonial. Oui, alors donc cette reine, donc elle était déjà fille de roi, et quand les Portugais donc sont arrivés sur ces terres-là, ils ont vu que c'était des pays qui étaient très riches. Il y avait un commerce très développé. C'était pas du tout les espèces de vie de sauvagerie qu'on nous a décrites. Voilà. Et donc et ils ont pensé qu'il y avait des mines d'argent. Enfin bref, et ils ont voulu donc s'emparer de ce pays. Et donc ils ont commencé à grignoter des territoires, et quand Zinga est arrivée au pouvoir, elle leur a tenu tête pendant 36 ans, près de 40 ans. Et donc ils n'ont pas pu, ce qui a complètement perturbé leur stratégie d'envahissement. Et dès le XVIIe siècle, cette reine était déjà connue dans toutes les grandes cours d'Europe, et elle a donné lieu à énormément d'écrits, de témoignages où on se demandait comment une femme noire, surtout à l'époque où les Européens pensaient que des Noirs étaient inférieurs aux autres et appelés à être dominés, ils n'imaginaient pas comment une femme noire pouvait avoir, en plus elle était décrite comme une grande stratège militaire, et elle conduisait elle-même ses troupes au combat, pouvait tenir tête à une puissance européenne. Donc c'est pour ça qu'elle a marqué l'histoire, c'est la plus grande résistante de l'histoire africaine. Et jusqu'à sa mort, à l'âge de 82 ans, elle a réussi à se faire respecter dans son dernier carré de royaume. Voilà. Voilà. Diapo numéro 9. Vous parlez d'une autre reine qui s'appelle Dété Yala du Wallo. Oui. Et elle, donc du Sénégal, 19e siècle. Voilà, elle a résisté donc à la France dans sa conquête du Sénégal. Et bon, malheureusement, c'est le général Faidherbe qui était en train de développer l'empire colonial français à partir du Sénégal, de Saint-Louis, où je suis née d'ailleurs. Et donc, elle a organisé la résistance et tout, mais contre les armes, les canons. Ses troupes n'ont pas pu tenir. Elle a été obligée de trouver refuge dans un royaume voisin où elle est morte quelques temps plus tard. Mais c'est quand même une femme qui ne s'est pas soumise facilement. Voilà. Elle descendait d'un peuple à caste ou bien non, le royaume, sont les Wolofs en fait. Le royaume, Wolof, voilà, c'est ça, du Sénégal. Oui. Dia numéro 10, vous parlez de l'impératrice Taitu Betul d'Éthiopie. Oui, d'Éthiopie, voilà. C'était l'épouse de l'empereur Ménélique II d'Éthiopie, et elle avait une grande force de conviction sur son mari. C'était une grande nationaliste aussi, et elle-même s'est investie dans la résistance parce que l'Éthiopie était considérée comme stratégique pour les grandes puissances européennes, et il y avait des ambassades russes, françaises, anglaises, italiennes, et les Italiens voulaient absolument donc s'emparer de cet endroit, et c'est elle qui a poussé son mari à préparer à bouter les Italiens. Et effectivement, à la bataille d'Adwa, donc les Éthiopiens ont humilié les Italiens qui ont perdu. Et comme c'était couvert par la presse internationale, ça a soulevé un tollé. Les Européens ne pouvaient pas imaginer qu'une armée africaine pouvait les battre. Mais ce qui est intéressant... Mais on avait vécu ça avant avec Haïti, non? Non, c'était différent parce que à l'époque, donc au début du XXe siècle, fin 19e du moins, c'est à ce moment-là que commençait la conquête, la colonisation, le partage de l'Afrique, en fait, après la conférence de Berlin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après cette victoire éthiopienne, toute l'intelligentsia noire du monde a ressenti ça comme une espèce d'appel. Et il y a même eu des Antillais, notamment deux Guadeloupéens et un Haïtien, qui ont traversé le monde, arrivé juste en Éthiopie à dos de mulet, pour aller dire leur fierté à l'empereur Ménélique. Donc dans mon prochain livre, je parle... Vous allez en parler. Voilà. Mais c'est pas fini, parce que vous avez énormément d'associations
qui font des voyages encore régulièrement, chaque année ou tous les 2 ans. En Éthiopie, vous avez dans le mouvement Rasta une représentation très forte de l'Éthiopie, et puis c'est Mélénique II, etc. Donc il est considéré comme un héros déjà par transnational, par les panafricanistes. Quand on cherche une sorte de, quand je parle de la famille noire du peuple noir, eh bien il y a un élément fédérateur, et ça serait Ménélique. Ménélique, c'est un élément fédérateur, c'est-à-dire qu'il est reconnu par l'ensemble de manière transversale, l'ensemble des communautés, des diasporas dispersées dans le monde. Et c'est ces figures-là autour desquelles il faudrait construire des choses civilisationnellement pour sortir des bribes de pouvoir aussi, de savoir et de pouvoir qui nous divisent. Vous nous parlez aussi donc de la conquête alors celle-là c'est une prophétesse, hein? Kimpa Vita du Congo au XVIIIe siècle. C'est la diapo numéro 11. Oui, parce qu'en fait, comme je l'explique, il y a eu des femmes de pouvoir et des femmes du peuple. Les femmes de pouvoir étaient un petit peu conditionnées en fait à protéger leur peuple. Tandis que dans le peuple, il y a eu des femmes qui se sont élevées. Ça pouvait être de simples mères de famille ou des jeunes filles tout à fait ordinaires. Et un beau jour, elles se disaient non, ça suffit. Et elles trouvaient la force de pousser le peuple à réagir. Et ça a été le cas de cette jeune congolaise, enfin de l'ancien royaume du Congo. Donc c'est du nord de l'Angola d'aujourd'hui jusqu'à la RDC et d'autres frontières de pays, Congo-Brazza et tout. Et donc cette jeune fille christianisée a fait une relecture de la religion chrétienne en disant « Les Blancs nous traitent en inférieurs, or ils nous prêchent que le Christ considère les hommes égaux. Et dans le ciel, ils nous disent qu'il n'y a que des anges blancs. Non, dans le ciel, il y a des anges noirs aussi. Oui. Donc ça a été une des premières à essayer de soulever un peu cette question de l'enseignement, la racialisation de l'enseignement de l'Église, et qui a poussé aussi son peuple à résister contre l'influence des missionnaires portugais qui phagocytaient le royaume et l'entourage du roi pour préparer un peu la chute de ce royaume. Et elle a été attrapée finalement, les prêtres portugais l'ont fait condamner à mourir par le bûcher, mais pendant 3 ans, elle a quand même organisé une très très forte résistance dans le royaume du Congo. Elle a beaucoup de au XVIIIe siècle. Avec Jeanne d'Arc, un petit peu. Oui, il y a des auteurs qui l'ont appelée la Jeanne d'Arc congolaise, mais d'autres ont dit pourquoi on prend une référence. Encore une fois. Mais elle était purement, Non, elle était bien du coup. Qu'elle ne connaissait pas Jeanne d'Arc, il n'y a aucune raison qu'on l'associe à Jeanne d'Arc. Tout à fait, voilà, vous avez raison. J'enlève ce que j'ai dit. Non, il y a eu des gens, il y a eu des auteurs congolais. Mais vous avez raison. Comme on nous a enseigné. Voilà, tout de suite, nos références. On cherche des références et puis on va chercher forcément dans le fond blanc parce que c'est là, c'est ce qu'on nous a imposé comme étant les références. Mais c'est pas grave, on va remédier à ça. Diapo numéro 12, vous nous parlez des Amazones du Dahomey des 17e au 19e siècle. Oui, alors ce sont des femmes, au début elles étaient choisies parmi des chasseuses d'éléphants, parce qu'à l'époque il y avait des femmes qui chassaient l'éléphant, et ensuite comme c'était un royaume esclavagiste quand même, il faut le dire, parmi les esclaves les plus robustes, et pendant 2 siècles, du 17e au 19e siècle, elles ont constitué le corps d'élite de l'armée dahoméenne, et elles étaient choisies pour leur résistance, parce qu'elles se disaient que si elles ne vainquaient pas l'ennemi, c'est leur société qui s'effondrerait et ce sont leurs enfants qui seraient tués. Donc c'est des femmes qui n'avaient aucune pitié et elles tenaient toujours les premières lignes de combat, et donc elles ont été vraiment le fer de lance. Oui. Là, donc c'est un entraînement sur l'image, un entraînement des Amazones. Donc elles étaient divisées en plusieurs corps, en plusieurs escadrons. Il y avait des archers, il y avait des fusiliers, il y en avait qui avaient des grands coupes qui coupaient le cou des ennemis, bref. Et là, donc, vous en avez avec leurs fusils et d'autres avec une espèce de coutelas, et elles font une parade. Il y a encore des gens qui remettent leur existence en question. Non, ça ne peut pas. Elles ont vraiment existé. Ah oui, ça. Voilà. Et à côté, les femmes les plus âgées, les plus expérimentées, donc c'est les générales, celles qui avaient qui avaient longtemps combattu et qui étaient donc générales dans l'armée des Amazones. Et là, ce sont les premières photos prises par des premiers explorateurs européens qui sont arrivés et qui les ont vues à l'œuvre. Donc voilà. D'accord.
Diapo 14, elle a mis la terre solitude de la Guadeloupe, hein, de chez nous-mêmes. Oui, et dont voilà. Mais cette statue, elle est récente. Elle est posée maintenant. C'est près des abîmes. Oui, tout à fait. Près des abîmes. C'est très très joli d'ailleurs. Il y a aussi une statue. Et comme elle de était Victor Hugo. enceinte, on a montré qu'elle a été pendue le lendemain de son accouchement parce qu'elle avait suivi le grand mouvement populaire après le rétablissement de l'esclavage de 1802. Et il ne faut pas oublier de dire que la population, il y a eu plus de 10 000 morts dans la population guadeloupéenne à l'époque, dont la moitié étaient des femmes qui ont été pendues, qui ont été brûlées vives. Et l'enfant, alors moi, l'enfant de la mulatresse solitude. Alors, bon, on n'en parle pas. Bon, moi, je mets qu'elle a dû être... On dit qu'elle est morte. Non, l'enfant, non, elle a accouché et on a pris l'enfant. Oui, mais on a dû le vendre à une plantation, puisqu'ils étaient revendus, les Noirs. Bien sûr. Voilà. Il a été... Enfin, c'est l'hypothèse que je mets dans mon livre. En tout cas, d'accord. Voilà. Donc les Afro, vous avez aussi, puisque vous parlez de toute la diaspora maintenant, chez les Afro-Américains, donc il y a des figures comme Harriet Tubman. Oui, alors j'ai essayé de prendre... C'est la diapo numéro 15. 3 noms de... Voilà, j'ai essayé de mettre 3 noms de femmes qui symbolisent un peu cette résistance depuis la période de l'esclavage jusqu'au droit civique. Donc Harriet Tubman, très vénérée par la société afro-américaine, parce que c'était une c'était une esclave qui s'est enfuie et elle est revenue plusieurs fois dans le sud pour faire évader des gens, vers le nord ou le Canada. Et comme ça, elle a pu sauver 300 personnes en plusieurs voyages, en une dizaine d'années. Ensuite, Rosa Parks, qui est connue parce que dans le bus où elle était à partie réservée aux Noirs, il y a un dernier voyageur blanc arrivé, n'ayant plus de place, on a dit aux Noirs, allez, poussez-vous. Elle a refusé puisqu'elle était dans la partie où elle devait être. Et ça a donné une autre orientation au mouvement pour les droits civiques. Absolument. Et puis Angela Davis, que j'ai eu la joie de rencontrer il y a 3 jours. Voilà. Pour les droits civiques. Donc ça va chez les Africains-Américains, de celles qui ont lutté contre l'esclavage jusqu'à la défense des droits civiques. Oui, parce qu'une fois que l'esclavage a été aboli, l'État fédéral n'avait rien prévu pour les Noirs, surtout pas l'égalité. Donc ça a été un autre combat à entreprendre. Voilà. Et puis, donc, diapo numéro... Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière. La diapo numéro 13, vous parliez des femmes africaines qui ont défendu leur peuple contre les envahisseurs arabes aussi. Ah oui, parce qu'on oublie souvent de... Bon, c'est vrai que la traite occidentale nous concerne peut-être plus directement. Voilà, mais l'esclavage arabe a duré 14 siècles antérieurement et postérieurement à la traite occidentale. Et donc, malheureusement, les chercheurs en parlent assez peu. Et d'autre part, il y a eu des résistances aussi à cette traite arabe. Et je cite le cas au Sénégal, toujours dans la région du Waalo, de femmes qui ont combattu. Ce sont les Mauritaniens qui étaient des esclavagistes à travers le commerce transsaharien, donc qui venaient pour les enlever. Oui, c'est pas terminé malheureusement. Et qui venaient les enlever. Donc elles se sont habillées en habits d'hommes puisqu'elles ont été prévenues que la colonne de guerriers mauritaniens arrivait. Elles ont caché leurs cheveux sous des bonnets. Elles ont ramassé tout ce qu'elles ont pu trouver, des pilons, des fusils pour se défendre. Et elles ont tenu tête à un premier assaut puisqu'elles étaient 300 et les autres étaient beaucoup moins nombreux. Mais après, les Mauritaniens ne voulaient pas gâcher cette marchandise humaine. Ils se sont repliés pour revenir un petit peu plus tard. Et là, ils ont compris qu'elles ne pourraient pas résister à un second assaut. Elles se sont toutes rassemblées dans une grande case et il y avait une meneuse qui s'appelle Mbarkadia, dont je suis fière de dire le nom d'ailleurs. Et donc, qui a dit, on ne peut pas... qu'est-ce que nos enfants et notre descendance va penser de nous si on dit qu'on est parti en esclavage, il faut qu'on se souvienne de nous dans la nuit des temps. Et donc elles ont mis le feu à cette case et elles se sont toutes laissées mourir, sauf une elle était enceinte, poussée par l'instinct de survie. Elle est sortie au dernier moment et c'est elle qui a pu raconter quand les hommes sont arrivés, parce qu'ils étaient au champ, les femmes étaient seules dans le village.
qui a raconté ce qui s'était passé. C'est une magnifique histoire oui, qui me donne encore la chair de poule. Faudrait qu'on ait des cinéastes pour les mettre. Je pensais à tout ça parce qu'on n'a pas non plus de cinéastes qui racontent des choses. Enfin, oui, enfin. Parce que l'obscurité dans laquelle on maintient le peuple noir ne pourra être levée que quand justement tous les Noirs à tous les niveaux, à tous les postes vont jouer leur rôle. Exact. Parce que c'est pas seulement on est dans des abîmes très 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 profonds et sombres et voilà. Alors il y a du travail encore. Il y a eu d'ailleurs à Dakar une très belle pièce de théâtre là-dessus. Et quand il y a des manifestations afro-caribéennes, ce sont des choses comme ça qu'on devrait faire venir ici. Ce sont des petites minorités. Au lieu de faire venir des chanteurs ou des choses. Ce sont des petites minorités qui en profitent. C'est pour ça que je dis aussi, quand vous passez dans nos régions, il faut qu'on vous entende parce que cette histoire-là, elle n'est jamais racontée à nos enfants, même aux adultes, parce que souvent, quand ils voient ce type d'émission, ils viennent dire « Ah, mais ça, on était très loin d'imaginer qu'on avait une histoire prestigieuse. » L'habitude de se penser en défaut, en manque d'existence ou de personnages importants, etc. La diapo numéro 17, vous parlez donc de celles qui ont résisté à la colonisation, comme il y a Asantewaa et Funmilayo Kuti. Oui, alors là, je les ai mises 3. Donc, je disais, elles ont résisté à des dominations européennes. Donc, il y a Asantewaa qui a pris les armes pour conduire une horde de 40 000, elle a lancé un appel pour résister contre les Anglais et c'était la dernière grande résistance de l'Empire Ashanti au Ghana et 40 000 jeunes gens sont venus, ont répondu à son appel. Elle a organisé leur formation, et psychologiquement aussi en leur parlant, en les préparant. Et ils ont pu tenir un siège de 8 mois contre les forces britanniques. Et Londres a dû faire venir des renforts puissants pour arrêter la rébellion. Et elle a été exilée aux Seychelles ensuite. Donc l'une du Ghana et l'autre du Nigeria. Au milieu, ce sont des femmes sud-africaines qui se battaient contre l'apartheid. Depuis les années 1912, elles ont commencé à... elles-mêmes, elles étaient frappées, on les mettait en prison et chaque fois, elles se battaient contre le pass qui empêchait de circuler dans leur propre pays. Et Funmilayo Kuti, c'est celle qui est en lunettes, là, qui est aussi une des premières intellectuelles du Nigeria. Elle est née en 1900 et c'était la première directrice d'école d'ailleurs de son pays. Et elle a organisé les femmes du marché parce que ce sont les femmes qui payaient le plus en taxes et impôts sur lesquels l'administration coloniale prélevait, surtout pendant l'effort de guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle a alphabétisé ces femmes, elle les a organisées pour qu'elles se défendent contre les prédations coloniales. Et puis la dernière, c'est la 18. Donc là, vous parlez des guerres de libération, de leur rôle dans les guerres de libération, notamment l'une qui s'appelle Deolinda Rodriguez. Oui, alors il ne faut pas oublier non plus que dans notre période contemporaine, il y a eu, pendant que des pays africains se réjouissaient de l'indépendance, d'autres étaient obligés de sombrer dans des guerres de libération qui ont duré entre 10 et 20 ans. Et donc là, je montre une Éthiopienne dans la période de 1935, la deuxième guerre italo-éthiopienne. Au milieu, c'est Amilcar Cabral avec des combattantes de Guinée-Bissau. Et surtout, la dernière, c'était une intellectuelle, une poétesse, Deolinda Rodriguez. Elle était étudiante aux États-Unis et elle a quitté son université américaine en se disant « Je ne peux pas rester là pendant que mon peuple se bat ». Elle est venue prendre les armes, elle était dans le maquis. Et elle a été assassinée dans le maquis en 1967. Voilà. Et on a retrouvé, je termine rapidement, on a retrouvé son journal de bord où elle racontait sa vie dans le maquis au jour le jour. Et c'est ça qui a permis il est publié en français non, en portugais. Oui, donc je l'ai lu en portugais. Donc il faudrait qu'on ait aussi ces documents. Et qui est passionnant et qui est très émouvant. Et puis elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Donc c'est bien sûr. Voilà. Mais voyez, vous avez une belle une présentation de
quelques-unes, parce que dans l'ouvrage, Madame Serbin évoque d'autres figures qui sont absolument importantes. Donc, c'est vraiment important que vous ayez cet ouvrage-là. Vous qui êtes enseignant, que vous en preniez. Ce qui est bien, c'est que ce sont des figures qui sont décrites et qui autonomes, sont autonomes. Chaque portrait se lit. Voilà, il suffit de lire, d'étudier avec des portraits séparément et de faire accéder vos élèves à ce type de savoir, parce que vous n'aurez pas ailleurs dans vos manuels d'histoire, de géographie, etc. Alors, avant qu'on voit un petit peu, Madame Ursule, quel message vous avez envie de délivrer à travers, donc d'abord votre travail, parce que je sais que vous le continuez, vous allez publier un deuxième ouvrage prochainement, un peu aussi dans cette mouvance-là de femmes. Oui, parce que moi c'est vrai que je suis frustrée chaque fois qu'on me cite des femmes extraordinaires de partout ailleurs, sauf celles qui me touchent et qui me concernent. Donc voilà. Et donc le deuxième projet de lecture que je suis d'écriture, que je suis en train de terminer, c'est sur les résistances féminines et que je relie au panafricanisme pour montrer un peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, tous les peuples noirs qui vivent en Occident sont confrontés à une résurgence du racisme, et je veux leur rappeler toutes ces figures qui, pendant 4 siècles, ont résisté aux dominations et aux stratégies de racisme contre les peuples noirs. Donc il y a eu toutes ces femmes qui ont soit pris les armes, soit combattu d'une façon ou d'une autre, mais aussi ce mouvement panafricaniste qui, à ses débuts, a été le premier mouvement international de dénonciation du racisme. Parce qu'aujourd'hui, on parle du MRAP, de choses comme ça. Non, les Noirs, bien avant, se sont battus. C'était déjà avec Marc Asgar. Oui, exactement. Ça fait partie de ça. Et je veux rappeler à la jeune génération qu'avant eux, bien longtemps avant eux, il y a eu donc des combats pour ça, et que malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils seront obligés de reprendre les mêmes combats qu'il y a. Voilà. Donc c'est pour leur donner des références. Mais c'est l'histoire d'un peuple qui n'a pas capitalisé son histoire, qui n'en est pas maître et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas obliger tout le monde collectivement, mais si on avait un système scolaire qui nous appartenait, oui, on aurait appris à tout le monde, comme le font les Occidentaux et les Africains-Américains en partie. Toutes les générations seraient passées par des enseignements qui auraient justement, créé un esprit de l'idée ou le sentiment d'appartenir à un collectif. Et ça, on ne l'a pas. Donc voilà, chers amis, vous avez entendu Madame Sylvia Serbin. Donc je vous rappelle que son ouvrage est très important, Reine d'Afrique, et c'est de l'histoire. En même temps, ça se lit facilement. Ça se lit facilement. Absolument. Parce que, voilà, votre métier, c'est aussi, vous êtes journaliste, et donc vous mettez. Voilà, disons que j'ai voulu mettre ma plume de journaliste au service de ma formation d'historienne, et voilà. Et peut-être que c'est plus digeste que des gens comme nous, sociologues, qui écrivons dans un jargon que beaucoup d'entre vous nous dites malheureusement ne pas comprendre. Mais bon, voilà. Alors, lisez, là, vous n'allez pas avoir le prétexte de dire que c'est dans un jargon. C'est pour le grand public. C'est pour le grand public. Et en même temps, c'est enrichissant parce que vous découvrez, et puis ça vous donnera envie d'aller plus loin dans vos recherches personnelles. Et vous disiez, Madame, donc on va passer à Madame, malheureusement le temps est toujours tellement court, donc vous avez écrit une lettre au président de tous les Français, qui est paru, je sais que c'est Politique Publique qui l'a publié chez nous, je ne sais pas si c'est... Qui est paru, c'était fin février, fin janvier, c'était début février. Oui. Début février, oui. Voilà, alors vous avez eu envie de le faire parce que c'était une sorte de... Vous avez ressenti la déclaration du président de la République qui parlait de... Comme encore un affront, une injure publique, puisque c'était pendant la commémoration des 70 ans des victimes de la Shoah. Et ce monsieur a dit la Shoah, le plus grand crime jamais connu, le plus grand crime jamais commis dans l'humanité. Et là, j'ai failli tomber de ma chaise, en fait, de mon fauteuil.
Et nous alors? Mais alors, j'ai pas pensé nous alors, j'ai dit comment il peut se permettre de dire ça. Et en écoutant le reste de son allocution, il parle des autres génocides. Donc j'ai dit, il hiérarchise. Donc la Shoah, c'est le plus grand, mais il existe les autres. Ça, j'ai pas accepté. Donc en fait, j'ai commencé à écrire sur un réseau social et en attendant vainement qu'un intellectuel écrive quelque chose, je sais pas, j'ai attendu vainement qu'un politique se réveille, se trouve dans la même condition que moi, mais il n'y avait rien. Alors j'ai écrit. J'ai passé une nuit à écrire parce que il fallait que je pèse mes mots. Et puis voilà, et puis c'est parti. Et donc ça a fait le buzz que tout le monde connaît. Et après cela, je suis devenue antisémite, forcément, de l'ennemi public numéro 2 après Dieudonné. En fait, enfin, pour un certain public. C'était navrant. Pour un certain public, parce que vous avez un public de pro et un public de contra, mais en gros, les gens qui vous ont accusé d'antisémitisme, ce sont des gens qui disent aux Noirs en général, vous n'avez rien à dire, vous n'avez qu'à prendre ce qu'on vous donne. Oui, mais ce qui est grave, que quand ce sont les Noirs qui répondent à la lettre non, mais c'est exactement voilà. Ce que... donc, que monsieur Tony Albina ou monsieur Dahomey ou... Monsieur Dominique voilà. Exact. Monsieur Serge Vaumanin. Voilà, j'ai trouvé, je me suis dit, je ne les entends pas. Monsieur Tony Albina, ça faisait peut-être 30 ans qu'on ne l'entendait pas. Quant à monsieur Dahomey, n'en parlons pas. Et brusquement, ils sortent de la lumière grâce à Joëlle Ursule, qui est une non-intellectuelle, puisque c'est ce qu'ils ont dit, que j'étais une non-intellectuelle, que j'étais désolante, que j'étais ceci, que j'étais cela, que j'étais antisémite, et on se dit, mais le combat sera beaucoup plus long, même si on le sait déjà, mais beaucoup plus long, parce que ce sont nos gens qui sont contre moi au départ. Alors, c'est ce qu'on disait au début avec Mme Serbin. La notion de groupe, elle n'existe pas, elle n'est pas constituée, et vous n'avez pas l'impression que vous faites partie d'une entité, comme les Blancs le font, les Chinois, etc., que vous avez des intérêts communs à prendre. Les premiers qui enfoncent, ceux qui osent penser intérêts de groupe, sont les nôtres eux-mêmes qui se soulèvent contre les leurs pour venir, j'allais dire, prêter main forte à ceux qui nous disent vous n'êtes rien, taisez-vous, etc. Voilà, et ils vont même beaucoup plus loin que les dominants n'auraient osé aller, parce qu'ils vont vous inventer une anti-judaïté, ou anti je ne sais quoi, ou bien un anti-noirisme, ils vont faire de vous une noiriste, ils vont, etc. Et c'est très étonnant et en même temps intéressant à analyser, parce qu'on disait qu'il n'y a pas... ça s'est produit beaucoup dans les colonies françaises. Hein. C'est bien dans les régions francophones parlant français, avec des populations socialisées par les Français, que vous trouvez ce type d'attitude. Où les premiers boucliers qui se lèvent, enfin ceux qui veulent protéger les dominants, et ceux surtout qui considèrent que nous n'avons rien à dire, ce sont les nôtres. Et donc la difficulté d'exister en tant que groupe, de faire valoir des intérêts de groupe et de promouvoir aussi des stratégies qui mettraient notre histoire à l'honneur, qui feraient qu'on nous respecterait. Mais j'ai entendu M. Hollande dire d'ailleurs, le premier souci que vous devriez avoir pour réussir vos projets, c'est d'être solidaire. Et c'est justement cette solidarité qui est empêchée d'exister. Parce que ce phénomène que vous dénoncez, Madame Ursule, il est trop général pour qu'on le considère comme un épiphénomène. Ça signifie que c'est dans le système de socialisation français que nous produisons ce type d'anti-nègres qui sont eux-mêmes des nègres ou des personnes. Et c'est exactement comme après, donc pendant ce buzz, j'avais des messages de gens de partout, d'Afrique, des États-Unis, du Canada, d'Europe. En plus, Mme Boulanger n'a pas arrangé les choses. Elle a perdu l'occasion de se taire. Cette femme guadeloupéenne qui vient répondre à la place de M. Hollande, alors que ce n'est pas à elle que je me suis adressée. Je me suis adressée à M. Hollande, elle arrive et puis elle nous dit les génocides, machin, c'était pour tuer. Enfin voilà, ça m'a agacée encore plus. Mais bon, j'ai même pas eu
eu besoin de lui répondre, puisqu'on l'a on va entre guillemets tué sur les réseaux sociaux. Et c'est pas fini. Puisqu'il y a des gens. Je me demande comment cette femme peut être encore là. Elle aurait dû démissionner, elle aurait dû partir, on aurait dû la démissionner, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas pour vous qu'elle est là. Elle est d'abord là pour servir le pouvoir français. Oui, en fait, c'est ce qu'on en fait. Je me dis que quand on devient fier et de ce qu'on est, justement, qu'on va contre un président où on lui dit non, ça il faut faire ça. Non, le problème c'est que je suis désolée, je l'ai depuis appelé la ministre des colonies. Et ça, je ne lui pardonne pas. Je ne pardonne pas Mme Paul-Langevin. Il y a des amis qui sont très proches d'elle qui m'ont dit « Ouais, mais on pourrait pardonner. » Pardonner quoi? Comment je peux pardonner à cette femme de me sortir ça, de me donner la honte déjà à tous les Antillais, tous les Noirs. Mais je ne pense pas qu'elle est. Je pense qu'au contraire, il y a des. Ça peut être. C'est pas une bourde, c'est un calcul parce que elle n'est pas sortie de l'ombre comme ça. Le président sait aussi de qui il s'est entouré. Mais bien sûr. Non, moi je pense que les gens, les Antillais n'ont pas la honte ou les Noirs. C'est au contraire une révélation parce qu'au fond, je crois que les Antillais continuent à penser que d'avoir un représentant de leur société au gouvernement, c'est avoir la garantie d'être défendu. Or, ils se sont rendus compte à plusieurs occasions que ce ne sont pas eux que ces ministres la défendent, mais plutôt le gouvernement et ses politiques et les politiques qu'ils mènent dans nos régions. Donc je crois qu'au contraire, ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Je les ai tous démasqués, dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que ceux qui sont restés dans le silence, je les ai démasqués. Ceux qui ont parlé, je les ai démasqués. Ceux qui on sait qui est qui aujourd'hui. Et je crois que c'était ça, c'est ça la victoire, petite victoire, c'est que je sais à qui je m'adresse aujourd'hui. Si je vais parler à ce monsieur, je sais de quel côté il est. Ce que ce type d'action, parce que moi sur RFO Martinique Première, il y a eu une émission aussi, et on a eu l'air de poser la question des réparations à partir de votre lettre. Donc j'ai demandé pourquoi est-ce que c'est à partir de la lettre de Mme Ursule que la question se pose? Parce que le président et l'autre président avant celui-ci n'ont pas arrêté de nous dire il n'est pas question de réparation, comme ils nous ont dit avant, il n'est pas question d'indépendance, et comme ils nous disent aujourd'hui, il n'est pas question de ci, pas question de ça. Et c'est vraiment la question de cette forme d'émergence. En fait, si vous voulez, votre action a peut-être structuré une opinion publique dont on n'avait jamais tenu compte, dont on pensait qu'elle n'avait pas d'efficacité. Peut-être que par cette action-là, vous avez... Mais moi, la question que je me pose, moi, en tant que sociologue, ça n'est pas qu'il ne faille pas que des personnes comme vous interviennent. La question, c'est quand les présidents disent ce qu'ils disent, pas question d'eux, où sont nos politiques? Que font-ils et que répondent-ils? Surtout quand ils portent des étiquettes de partis qui veulent promouvoir, en tout cas, des politiques ou des orientations pour nos pays qui sont interdites d'existence par la République. Donc ça, c'est très important qu'on comprenne qu'il y a là deux catégories de combats qu'il ne faut pas mélanger. Absolument. Et donc, la société civile, enfin ce qu'on appelle société civile, ça n'a pas beaucoup de sens, mais enfin la société est en train de dire qu'elle a une parole, et il y a eu, si vous voulez, un précédent. Votre manière d'avoir posé le problème a forcé peut-être la société à se mobiliser et à prendre position, mais vous avez vu que c'est parti dans tous les sens, puisque vous avez des gens qui se sont dévoilés, qui se sont crus autorisés de prendre des positions parce que ces personnes auraient pu se taire. Oui. Elles ont pris des positions très officielles, très documentées, publiées. Oui, tout à fait. Publié in extenso dans la grande presse, etc. Et du coup, ça donne une légitimité à l'opposition à votre argumentaire qui n'existe pas dans d'autres pays. Enfin, je veux dire, on a le sentiment que plus ceux qui veulent faire les choses
pour faire exister les populations locales, plus ces personnes s'expriment, plus on va faire exister des personnes qui sont contre ces personnes, mais de manière en leur donnant toute la légitimité qu'il faut pour que ce soit elles qui soient retenues ou qui parlent, et que vous soyez un petit peu, d'une certaine façon, décrédibilisé, discrédité et ridiculisé Tout à fait. en fin de compte. Mais ça n'a pas marché, donc en fait c'était très bien. Oui, mais il y a des calculs. Oui, mais voilà, ça existe. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. J'attendais quand même une opposition, mais des miens non. Des miens, non. Pourtant, je connais nos pays, nos îles, mais ça fait mal. Je me dis, je n'ai insulté personne. Qu'ai-je dit pour avoir une levée de bouclier contre moi, mais je pense que le fait aussi de ne pas avoir peur, parce que je n'ai toujours pas peur. On m'a menacé sur les réseaux sociaux, on a voulu m'inviter au Memorial Act, ce que j'ai décliné, puisqu'il fallait que j'ai dit qu'il fallait que je la ferme. Et on sait que ce sont des services de l'État. Oui, les services de l'État. D'accord. Donc il fallait que je me tienne à carreau et j'ai décliné. Je ne voulais pas être sur la photo avec M. Hollande ni avec Mme Paul-Angevin. Il y en a même un qui m'a dit que j'aurais peut-être un poste si je rencontrais le staff Hollande. Alors j'ai dit, mais je ne veux pas de poste, je veux rien, et je ne veux surtout pas faire de politique, rentrer dans un clan quelconque. Je veux être libre de dire aujourd'hui à l'État, je ne suis pas d'accord, mais libre de dire au LKP que je ne suis pas d'accord, libre de dire au CIPN que je ne suis pas d'accord. Je vais être libre, parce que je me rends compte qu'on est tellement divisé tout le temps, on peut à peine avancer. Depuis la lettre, bien sûr qu'il y a des choses qui se sont passées. C'est dur à dire, ils vont m'en vouloir, mais je me sens beaucoup mieux en Martinique qu'en Guadeloupe. Je sais que je ne serai pas invitée de sitôt à chanter dans aucune municipalité ni collectivité. Je le sais, mais ils ont oublié une chose, c'est que je l'avais fait aussi avec M. Chirac en 89, qui nous avait fait un affront pendant la Biennale de l'Outre-mer. Je n'ai été invitée nulle part, ni à la mairie de Paris, ni nulle part, mais j'ai continué mon bonhomme de chemin. Oui. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que donc ce courrier qui interpellait sur ce que vous vivez comme une injustice, et en fait provoqué des réactions qui vous ont permis de repérer dans le paysage politique, mais aussi sociologique et médiatique, un certain nombre de personnes qui sont peut-être qui jouent à on ne sait pas très bien quoi, mais qui par leur prise de position vous permettent en tout cas de savoir à qui vous avez affaire. Mais l'autre question, c'est à côté de cela, tout ce qu'on peut aussi vous proposer pour vous acheter en fait. Et si vous étiez achetable comme beaucoup de gens, eh bien vous aurez adhéré peut-être aux propositions qu'on répondu. Absolument. Je dis que si j'étais achetable, ça se saurait depuis longtemps. Depuis longtemps, même ma maison de disques ne pouvait pas me faire faire ce qu'elle voulait, donc à l'époque. Donc j'étais dans une major et moi je choisissais. Je n'étais pas d'accord pour aller chanter avec quelqu'un qui ne m'intéressait pas, même si j'allais vendre beaucoup plus de disques. Donc je crois que des fois il faut faire des choix. Et puis je disais toujours que j'ai envie de pouvoir me regarder dans la glace jusqu'à la fin. Et ne pas céder sur un truc sans honte aucune. Donc j'ai pris plein de coups à Paris parce que je décidais. Alors évidemment qu'on parle de moi là-bas maintenant, on dit que je suis une emmerdeuse. Je dis si être emmerdeuse c'est être exigeante et être fière de ce que je suis, je suis une emmerdeuse. Je suis une emmerdeuse, il n'y a aucun problème. Donc tout ça fait que aujourd'hui, j'ai encore... peut-être qu'il y a une révélation, parce que j'ai toujours été un peu rebelle, pas un peu, beaucoup. Donc je pense que... aujourd'hui, cette lettre, ça m'a fait peur. J'avoue aujourd'hui que j'ai eu très peur des retombées. Je me sentais...
J'ai eu peur qu'on m'en demande trop. J'ai eu peur d'y aller vraiment. J'ai eu peur de devenir un leader. J'ai eu peur de ça parce que je trouvais ça trop énorme pour moi. Et puis je me suis dit, il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat parce qu'en fait, certaines personnes, surtout les inconnus, se sont reconnus en moi, se sont reconnus dans mon texte, dans les souffrances. Donc pour eux qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas, il faut que je continue. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Madame Servin? J'avoue que j'ai pas suivi toute l'affaire, j'ai juste vu la première lettre qui correspondait tout à fait, puisque j'ai une fille qui a 25 ans, qui est étudiante et qui n'est pas spécialement militante, elle est en PhD, en doctorat dans la recherche médicale. Et donc elle a entendu ça et elle a dit tout de suite, mais nous, enfin, pourquoi ils pensent qu'il y a eu un génocide qui est plus important que les autres, enfin voilà. Et donc je lui ai parlé de cette lettre, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait eu des réactions contre, voilà. Ah oui, donc j'avais juste vu sa lettre qui m'avait parlé. Parce que je pense qu'on peut se ressentir aussi. En fait, notre histoire a toujours été niée et ça fait encore plus mal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, où on a tant d'informations sur cette histoire, qu'on continue à faire comme si elle était mineure, cette histoire, et notre ressenti est constamment bridé, méprisé, humilié. Non! Nous avons un ressenti justement parce que cette histoire a toujours été niée. Donc que quelqu'un comme Madame se sente interpellé par ça, c'est normal de le faire savoir. Et que des gens se reconnaissent là-dedans, c'est normal qu'ils le disent. Cela dit, s'il y en a qui ne s'y reconnaissent pas, ils ne sont pas obligés d'écrire, puisqu'ils ne se sentent pas concernés. Voilà. Donc s'ils écrivent, c'est pour qu'on se souvienne que tiens, il y a tel nom qui existe. Non, mais on est d'accord que tel que le groupe se construit, enfin le groupe, ces individualités qui s'agglomèrent pour former ce qu'on appelle le peuple noir aujourd'hui, il est évident que ça induit énormément de dysfonctionnements et ce qu'on appelle des traîtriers, c'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement comment les gens sont vraiment construits, puisqu'il n'y a pas un substrat, même sur le plan éducationnel, qui permette que les gens aient accès aux mêmes informations sur les mêmes sujets et qu'on sache que, par exemple, le peuple noir a une histoire absolument fabuleuse derrière soi. La question, c'est de voir autant d'intellectuels, de personnes, de musiciens, d'artistes, de personnes qui sont censées et qui exercent aussi des fonctions importantes, prendre des positions qui sont exactement à l'opposé de l'intérêt de leur groupe, parce que même lorsqu'ils ne sont pas d'accord, les Européens se taisent, mais les nôtres ne se donnent pas l'occasion de se taire. Nous sommes un peuple jaloux. On est jaloux parce qu'on n'a pas de place, c'est normal. Ce que je veux rajouter en ce moment, c'est grave. Parce qu'on est en train de nous signaler. C'est grave, c'est qu'il y a une réhabilitation de l'extrême droite en France en ce moment et de leur position, et ils sont absolument contre ce qu'on appelle la repentance. Ils veulent absolument pas entendre parler. Donc voilà. Et ça continue aujourd'hui. Donc quelqu'un qui écrit une lettre comme ça, qui remet en cause l'histoire officielle contre nous. Hein, donc si des officiels viennent, et donc que des Noirs viennent dans ce sens, c'est une façon de dire qu'ils sont contre la repentance et qu'ils sont totalement alignés sur ces idées de l'extrême droite. C'est tout. Absolument. Nous concernant. Et c'est grave. On l'entend dans nos médias. Les positions que prennent les Martiniquais sont absolument le péniste, etc. Et les positions anti-groupe, c'est-à-dire anti-intérêt de leur groupe, sont absolument renversantes parce que c'est ce qui choque le plus les personnes qui réfléchissent à nous en tant qu'entité ayant une culture et ayant aussi un désir de reconnaissance et d'existence. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous demande à toutes les deux de dire un petit mot à vos téléspectateurs. Ouais, je vais commencer. Je voudrais juste dire que comme l'État est contre la réparation, je voudrais juste lui dire quelque chose, peut-être qu'il a oublié. Le peuple nègre d'Amérique est devenu, enfin le peuple nègre est devenu peuple nègre d'Amérique parce qu'avec la traite des nègres. S'il n'y avait pas eu traite des nègres, il n'y aurait pas eu les peuples d'Amérique. Donc ça veut dire que si on ne nous avait pas déportés et ramenés aux Amériques, on n'aurait même pas demandé de réparation.
n'est-ce pas? Donc c'est juste ça que je voulais leur dire, que voilà, on nous a déportés, mais comme ça a été enlevé dans la loi Taubira, la réparation et la déportation, ces mots ont été enlevés. Donc je dis, voilà, si on ne nous avait pas déportés, si on ne nous avait pas ramenés ici, il n'y aurait pas eu de donc les mots voilà. disent ce qu'ils veulent dire. Exactement. Et s'ils ont été enlevés, c'est bien parce qu'il y a une intention derrière. Exactement. Et des stratégies qui consistent justement à empêcher l'émergence d'une opinion forte, voilà. publique, voilà. sur qui accepterait l'idée des réparations. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire, hein, parce que bon, moi je ne suis pas, je n'ai pas ce qu'il faut pour dire que doivent être ces réparations. Il y a des gens qui travaillent dessus, bien sûr. Mais moi j'apporte un contenu parce que je suis capable de le faire. Et ce que je voulais, c'est qu'on cesse justement de nous empêcher de parler de notre histoire, parce que la réparation, c'est nous laisser parler de notre part et la diffuser, la transmettre aux jeunes générations et pas seulement afro-descendants, pour qu'on sache de quoi le monde est capable. Voilà, l'humanité. En plus, c'est pas trop demandé, parce qu'on nous rebat les oreilles d'une origine africaine de l'humanité, et en même temps, on s'évertue à faire disparaître toute trace de culture africaine dans ce monde. Il y a donc là un paradoxe sur lequel il faut s'interroger, ou qu'il faut interroger. Et je vous rappelle que donc, vous avez à lire, puisque c'est tout ce que nous avons actuellement en nos moyens, lire, vous instruire par vous-même. Il y a des gens qui travaillent à cela. Il y en a qui détricotent le tissu du groupe, mais il y en a qui essayent de le tricoter. Donc choisissez le bord de ceux qui tricotent pour mieux vous connaître, parce que un jour ou l'autre, peut-être qu'on fera un groupe et qu'on pourra porter un projet collectif avec des gens qui seront convaincus que nous pouvons, que nous avons le pouvoir, l'ingéniosité qu'il faut pour nous instituer en tant que groupe, qui ne soit pas les valets ou les serviteurs des seigneurs qui se sont institués seigneurs sur le dos des valets que beaucoup d'entre nous continuent malheureusement à être. Je vous remercie et puis à une prochaine fois.